Saviez-vous qu'il existait des chiens héros? Je ne parle pas des personnages de fiction comme Lassie ou Rantanplan, quoique on pourrait faire des liens, mais des chiens héros travaillant avec la police et récompensés par l'État. C'était notamment le cas de la chienne Diesel, qui est morte en novembre 2015 dans les interventions contre les terroristes auteurs des attentats et qui a reçu un hommage national. Les chiens policiers sont formés de manière particulière, et leur dressage, leur utilisation est un élément révélateur de plusieurs aspects du travail des cynopoliciers, donc les policiers travaillant avec des chiens. Comment ces chiens entrent-ils dans la police? Comment s'opère leur mise au travail? Quel rôle jouent-ils dans les dispositions d'intervention des forces de l'ordre? Et sont-ils considérés par l'institution policière comme des policiers? Ce sont les questions que Sébastien Mouret a posées dans son article « Les chiens de patrouille de la police nationale, les gueules armées de la République » dans la revue scientifique Sociologie du travail. Sébastien Mouret est sociologue et postdoctorant à l'université Paris-Descartes. Je vous propose aujourd'hui de découvrir son travail, bienvenue dans Avide de recherche. Petite alerte toutefois, si vous êtes sensible à la cause animale, cet épisode pourrait être assez bouleversant. Sébastien Mouret a observé sur le terrain le travail des hommes ainsi que des animaux. Il a mené des entretiens individuels et collectifs et a tâché d'accorder autant de place dans ses recherches aux conduites animales qu'aux conduites humaines. Pour plus de détails sur le terrain d'étude, je vous invite à consulter l'article, le lien se trouve en description. Le chercheur commence par démontrer combien la vie des chiens est organisée autour du travail policier. On parlera ainsi même de carrière. Celle-ci se caractérise par une succession d'étapes visant leur professionnalisation. Le recrutement, le dressage qui correspond à la formation, et enfin le service et la réforme. Les chiens sont dressés en continu de leur entrée à leur sortie de la police. Tout simplement parce qu'en pratique ils n'interviennent que très peu sur le terrain et sont plutôt une force dissuasive. Pendant les patrouilles, les bêtes passent la majorité de leur temps dans le coffre des voitures. C'est donc le dressage qui doit entretenir leur courage qui ne peut que peu l'être sur le terrain. Sébastien Mouret démontre dans son article combien le dressage est centré sur le développement de l'agressivité de l'animal. Il souligne la normalisation de la violence et des pratiques engendrant la souffrance et le dégoût du travail des humains et des animaux. En gros, la norme, c'est la violence envers l'animal, qui peut être secoué, cogné, et sa récompense sera simplement de ne pas être sanctionné. Il n'y a pas d'interaction positive. L'agressivité du chien est combinée à son isolement en chenil, car le fait d'être seul évite de dissiper son énergie dans d'autres activités que celle du travail policier. Pas de vie comparable à celle des animaux de compagnie. Pas de docilité affectueuse qui pourrait diminuer l'agressivité de l'animal. Il existe des règles d'attaque très précises, notamment ce qu'on appelle le mordant et la frappe muselée. La frappe muselée, c'est quand le chien a une muselière et qu'il frappe des points du corps humain dans le but de le neutraliser. Et le mordant, c'est quand il mord. Dans les deux cas, les chiens sont entraînés à ne pas attaquer sur les jambes et les bras parce que, avec ses membres, on peut plus facilement se défendre contre les chiens et donc les blesser et compromettre leur efficacité. Ainsi, pour la frappe muselée, on leur apprend à viser le visage, et pour le mordant, la poitrine. Les chiens sont entraînés dans ce qu'on appelle le ring, un endroit fait pour développer leur agressivité. C'est un enclos isolé de la voie publique. Dedans, le chien travaille avec son conducteur. C'est lui qui contrôle et guide l'activité du chien. Il y a aussi l'homme d'attaque, c'est notamment lui qui porte les vêtements de protection et qui sert de cible au chien. C'est un métier difficile et parfois dangereux. L'ensemble est encadré par un moniteur qui contrôle la formation des agents cynotechniques. En plus de ses compétences au combat, le chien doit apprendre des exercices d'obéissance. Il doit répondre à des ordres précis comme halte, assis, etc. En réalité, ces ordres sont peu mobilisés en situation de travail policier et sont compensés par l'usage manuel du collier ou de la laisse pour retenir, orienter, arrêter l'attaque des chiens. L'obéissance n'est donc pas une qualité première exigée des chiens de patrouille. Elle est considérée comme inhibitrice de leur agressivité. Par contre, cette notion possède une dimension symbolique qui participe à l'intégration des animaux dans la police, où la hiérarchie et l'autorité sont respectées. Sébastien Mouret explique que cette autorité est pourtant empreinte de zoomorphisme, c'est-à-dire le fait de se calquer sur les animaux. Les cynopoliciers entretiennent un rapport dominant-dominé avec leurs chiens. Il faut qu'ils fassent eux-mêmes partie de leur meute. Ceci, outre le fait de placer le policier au rang de l'animal, relève d'une croyance encore très répandue dans le milieu, faisant du loup l'ancêtre du chien. Tout le dressage est donc orienté sous cet angle. Il s'agit de réveiller le loup qui sommeille dans le chien. Sébastien Mouret explique que le courage est le critère déterminant pour recruter les animaux. Mais comment le déterminer? On se base d'abord sur leur race. La plus prisée est celle du berger belge malinois. On regarde aussi l'âge du chien. S'il est trop jeune, on le considère inapte au dressage. La plupart des chiens recrutés sont soit des animaux de compagnie jugés trop agressifs dont les propriétaires veulent se débarrasser, soit des chiens dits de ring que leurs propriétaires veulent vendre car ils les considèrent inaptes à remporter des épreuves sportives. Le chien présélectionné par la police passe un test de courage. Pendant cette épreuve, on attaque le chien et on tire des coups de feu. On regarde et évalue alors la réaction du chien. Si la peur ne combat
tue pour lui-même ou défend son maître, ce qui est le plus apprécié. Vous pouvez retrouver dans l'article la retranscription de l'une de ces épreuves, et c'est particulièrement violent. Le chercheur explique ensuite les différentes étapes du dressage. Celui-ci consiste à développer chez l'animal un plaisir pour son travail, qui consiste à mordre et à frapper. Tout l'entraînement du chien est décrit précisément dans l'article, ainsi que les nombreuses étapes et rituels qu'il comporte. Ces étapes entraînent parfois de la part des chiens des débordements agressifs. Les animaux peuvent se retourner contre leur maître pour se libérer de leurs entraves qui les empêchent d'accéder au plaisir du mordant. C'est là qu'interviennent les sanctions, coups et secousses qui peuvent d'ailleurs aussi nuire à l'intégrité physique des cynopoliciers. De la même façon, vous trouverez dans l'article une description d'un entraînement où le chien se retourne contre son conducteur, cela plusieurs fois dans la séance, et il est sanctionné jusqu'à perdre l'équilibre et jusqu'à ce qu'il ne retourne plus son agressivité contre son conducteur. Attention, c'est assez choquant. Une fois que le chien maîtrise les techniques requises, on simule des combats. Pendant cela, les zones d'attaque amplifient les réactions aux attaques et les conducteurs émettent des ordres agressifs de type halte, monsieur, police, etc. Et ils encouragent leur chien. Citation dans l'article: vas-y mon loulou, il est pour toi, défonce-le. Les zones d'attaque reproduisent les comportements des catégories d'individus ciblés par les politiques sécuritaires. Les jeunes et les délinquants des quartiers populaires. Ils imitent leur code vestimentaire, leur façon de se tenir, allant parfois jusqu'à les singer. Une attitude que le chercheur décrit comme servant autant d'exutoire aux cynopoliciers qu'au dressage pour les chiens. Lorsque l'on estime que les chiens sont prêts, on peut les envoyer sur le terrain. Toutefois, dans la pratique, ça ne se passe évidemment pas toujours comme dans les entraînements. Les chiens refusent parfois de s'engager dans le combat, ou parfois leur expérience négative et traumatique de coups ou de blessures les pousse au dégoût, voire au rejet définitif du travail policier. Dans ce cas-là, on reprend avec eux les entraînements jusqu'à ce qu'ils soient à nouveau assez agressifs. Dans la dernière partie de son article, le chercheur questionne le statut juridique de l'animal et souligne combien les cynopoliciers ont manifesté leur intérêt pour le changement de ce dernier, notamment dans le code civil, faisant désormais des animaux non plus des biens ordinaires, mais des êtres doués de sensibilité. Sébastien Mouret souligne le statut de collègue que les cynopoliciers concèdent à leurs animaux, en lesquels ils ont parfois plus confiance qu'envers leurs collègues humains. La bravoure des chiens se mesure toujours en fonction de leur agressivité et de leur courage. Cette exigence résulte, selon le chercheur, du rapport subjectif des cynopoliciers au travail. L'agressivité y est décrite comme un état commun aux humains et aux animaux pendant l'exercice de la force. Le chercheur souligne alors le grand impact des politiques sécuritaires. Le courage policier est présenté comme le fait de faire front à l'hostilité des populations stigmatisées par ces politiques, celles des cités et des banlieues. Pourtant, les cynopoliciers le reconnaissent, ces situations d'affrontement avec les habitants ne sont que rares dans la vie des chiens policiers. D'où viennent alors ces récits guerriers? Le chercheur estime qu'ils révèlent une vision répressive de la police, basée sur des statistiques administratives de la délinquance, ne prenant pas en compte le sentiment d'insécurité des habitants des quartiers populaires. De plus, ces récits guerriers peuvent être perçus comme un palliatif à l'ennui lié au travail policier. Le moment du passage à l'action est attendu. Et par exemple, les policiers demandent à leurs collègues lors des rotations s'ils ont sorti leur chien, ce qui veut dire qu'ils ont travaillé, et cela valorise aussi les séances d'entraînement. En somme, cette étude sur les chiens policiers en dit aussi très long sur le travail des policiers lui-même. Le courage est associé à la virilité, une stratégie de défense contre la souffrance au travail. Et cela questionne aussi celle des chiens de patrouille. Les animaux réformés, dépendant à l'agressivité, finissent dans la garde de pépinière ou de casse automobile. Le dressage implique chez eux des troubles du comportement en chenil, une grande agressivité, voire des automutilations. Le chercheur conclut sur cette idée. La prise en compte de la souffrance animale au travail pourrait éclairer celle des policiers, qui est particulièrement forte dans le contexte actuel de la lutte contre la délinquance et le terrorisme. Voilà, et ben moi je vais aller câliner des petits chats. C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à le partager pour sensibiliser à ces questions. Vous pouvez nous rejoindre sur la page Facebook et sur la page Twitter d'Avis de Recherche. Si vous êtes chercheur en sciences humaines et sociales et que vous voulez nous soumettre une publication récente, vous pouvez nous écrire au mail qui se trouve en description. Et bien sûr, l'article que je viens de vous présenter est bien plus long et plus complet que ce que je viens de dire. N'hésitez pas à le consulter, donc le lien se trouve aussi en description. Et moi je vous dis à dans un mois pour un nouvel Avis de Recherche.